Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a déclaré aujourd'hui qu'il n'était pas impliqué dans la corruption au sein de son entourage proche, et que les organes anticorruption ukrainiens n'avaient rien à lui reprocher personnellement. Et que, bien sûr, il ne pouvait pas répondre pour tout le monde. Il ne peut pas. Il a raconté que l'ancien ministre de la Défense, Mikhail Fyodorov, l'avait trompé et même humilié aux États-Unis devant Donald Trump, et qu'il voulait même prendre le pouvoir et devenir ministre de la guerre. Il a raconté que d'ici la fin de l'année, l'Ukraine égalera les Russes en termes de territoire et atteindra la parité, quoi que cela veuille dire. Il a dit que des élections en Ukraine en ce moment détruiraient le pays. Et donc les élections auront lieu seulement après la guerre, et qu'en général il est impossible de mettre fin à la guerre pour l'instant, car aucun des alliés ne donne de garantie de sécurité. Et il ne lui a toujours pas proposé cette option. Comment organiser des élections en Ukraine ? Il dit qu'aucun des partenaires qui ont demandé ces élections n'ont toujours pas expliqué comment les organiser. Le président Zelensky a tenu une conférence de presse à huis clos pour les médias loyaux et y a répondu aux questions les plus sensibles en off, c'est-à-dire sans enregistrement. Actuellement, les médias loyaux assurent qu'ils ont posé des questions sur Fyodorov et sur la corruption et que les réponses leur ont convenu. Mais les journalistes d'opposition affirment que ce n'était qu'une mise en scène et posent des questions en retour. Et le président, alors ? Un président peut-il ignorer la corruption dans son entourage le plus proche ? Et comment peut-il ne pas savoir que les services de la présidence communiquent, par exemple, avec le controversé Timur Mindich, qui depuis Israël donne des instructions ? En général, analysons et discutons maintenant la dernière déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a été faite précisément lors de cette conférence de presse à huis clos. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser absolument votre commentaire. Ainsi, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, après les appels à organiser une conférence de presse avec des journalistes ukrainiens, après même des tentatives d'enregistrer une pétition sur le site de la présidence, pétition qui, pour une raison quelconque, n'est pas enregistrée, et après les appels selon lesquels Zelensky doit répondre aux questions brûlantes sur la corruption et les remaniements au sein du gouvernement. Parce que le silence de la rue Bankova commençait déjà à devenir assourdissant, Zelensky a finalement tenu une telle conférence de presse, mais pas devant les caméras. Et sans enregistrement, et seulement pour certains journalistes triés sur le volet et loyaux. Néanmoins, ma tâche ici n'est pas d'évaluer le format lui-même, mais d'analyser ce qui a été dit lors de cette conférence de presse du président de l'Ukraine. Bien sûr, en ce moment, tout le monde s'inquiète de la question de la corruption au sein de la présidence. Zelensky a déclaré que les dirigeants des organes anticorruption n'ont pas de questions directement à son égard. Et selon ses propos, il comprend, ou plutôt ils comprennent, que lui, c'est-à-dire Volodymyr Zelensky, ne se livre personnellement à aucune activité de corruption. C'est ainsi que le président a commenté les affaires de corruption concernant d'anciens membres de la présidence. En particulier, l'ancienne adjointe du chef du bureau du président, Irina Mudraï, qui, sur les enregistrements du Nabu, proposait de ne pas lutter contre la corruption, mais de la diriger et de la systématiser. Eh bien, c'est elle aussi qui blanchissait des sacs d'argent liquide pour déposer des cautions de 150 millions de hryvnia pour l'ex-ministre Tchernitchev. Et selon Volodymyr Zelensky, il n'a aucune information supplémentaire sur ces affaires qui ne soit déjà dans l'espace public. Il dit qu'il ne savait rien, n'a rien vu, et qu'il n'a absolument rien à ajouter à tout cela. Voici la citation de Zelensky. Il y avait suffisamment de détails pour la renvoyer. J'ai entendu, en fait en même temps que vous, certaines conversations sur des actes, réels ou potentiels. En discuter maintenant n'est pas approprié. Ce qui a été évoqué là-bas me semble suffisant pour que l'adjointe et une autre personne du département soient renvoyées. S'il y a des informations supplémentaires, nous réagirons en conséquence. Les organes anticorruption continuent de travailler de manière indépendante. Ils prennent certaines mesures et nous réagissons à ces mesures. Si c'est un ministre et qu'il y a des raisons de le renvoyer, alors il faut le faire. S'il y a des points obscurs, il faut attendre des détails supplémentaires et la décision du tribunal. Le président Zelensky a également déclaré que les dirigeants des organes anticorruption n'avaient rien à lui reprocher personnellement. Et pour une raison quelconque, il est sûr qu'ils ne le soupçonnent de rien. Voici la citation suivante. Ils comprennent parfaitement que je ne fais rien de tel, et c'est important pour moi.
Eh bien, en gros, c'était toute la réponse à tout ce scandale de corruption qui a secoué toute l'Ukraine et qui continue de la troubler jusqu'à présent. En commençant par Minditch, puis Ermak, ensuite Tchernychev et maintenant Moudra. Et tout cela semble se rapprocher de plus en plus du bureau du président. C'est déjà directement arrivé là-bas. Mais Zelensky disait « Je ne savais rien, je n'ai rien vu », et le NABU et le SAP, le président en est sûr, n'ont rien à lui reprocher. Toute la réponse de Zelensky, à mon avis, s'est résumée à une seule phrase. Je ne savais rien, je ne suis pas coupable. Et dès que j'ai appris, j'ai immédiatement renvoyé les gens. Pourtant, certaines questions restent ouvertes. Est-ce que Zelensky ne savait vraiment pas que la haute direction de son bureau collectait de l'argent sale pour la caution de l'ancien ministre? Ou bien le président Zelensky ne savait-il pas, et ne sait-il pas, selon les données du NABU, la haute direction de son propre bureau, c'est-à-dire le bureau du président, continue de maintenir des contacts avec le scandaleux Timur Minditch? Ou peut-être que Zelensky n'a tiré aucune conclusion, après que son ancien chef de cabinet, Andrei Ermak, ait également été soupçonné de corruption. Tout cela paraît un peu étrange. Zelensky a également commenté la question des élections et a déclaré que l'organisation d'élections en pleine guerre à grande échelle comporte de grands risques et pourrait entraîner une division de la société. Pour faire court, Zelensky dit « Oubliez, il n'y aura pas d'élections ». Selon lui, il y a environ 1 an, l'Ukraine subissait des pressions de toutes parts à organiser des élections en temps de guerre. Voici la citation. Ma position était claire. Si nos partenaires nous proposent des conditions concrètes permettant d'organiser des élections en Ukraine de manière sûre, légitime et démocratique, avec la participation des militaires, dans les territoires proches du front, à l'étranger, où des millions de nos citoyens sont partis pour échapper à la guerre, en toute sécurité, c'est-à-dire sans frappe ni bombardement, alors discutons-en. Zelensky a également souligné qu'à ce moment-là, aucun des partenaires occidentaux n'avait proposé de conditions concrètes pouvant garantir la sécurité de la tenue des élections. J'ai ici une question simple. Mais pourquoi donc? Pourquoi les partenaires devraient-ils réfléchir à la manière d'organiser des élections en Ukraine? Et pourquoi les partenaires devraient-ils proposer des options? Le discours lui-même revient à dire ceci. Zelensky dit « Oui, quelqu'un a proposé d'organiser des élections, mais j'ai dit « D'accord, alors proposez-moi comment faire ». Et quand les partenaires n'ont pas pu proposer comment faire, il dit « Eh bien, alors il n'y aura pas d'élection ». La question est, l'équipe du président de l'Ukraine et le Parlement ont-ils au moins réfléchi à la façon de le mettre en œuvre? Y a-t-il eu des questions? Y a-t-il eu des discussions? Y a-t-il eu des pistes de travail à partir desquelles nous pouvons conclure que c'est impossible? Voilà, nous avons étudié différents scénarios. Il existe des équipes de crise distinctes qui élaborent des scénarios, évaluent les probabilités, analysent les risques, et ainsi de suite. Et à la fin, ils disent, bah écoutez, nous avons fait un travail approfondi, et nous arrivons à la conclusion que non, ce n'est pas possible. La question serait complètement réglée aux yeux de la société. Il faut comprendre ici que tout le monde comprend parfaitement qu'il est dangereux d'organiser des élections. Mais ce travail n'a pas été fait. Et au final, Zelensky a donné une réponse claire. Il ne veut aucune élection. Il a un tout autre objectif. Voici sa citation suivante. Je pense que dans les conditions d'une telle guerre, les élections en général représentent de grands risques. Organiser des élections en ce moment, c'est un tsunami pour l'État qui va diviser l'Ukraine. C'est pourquoi ma stratégie est de mener le pays jusqu'à la fin de la guerre et de préserver un État indépendant et souverain. Et je la mets en œuvre. Et je la mets en œuvre. Une question à part. Il s'agit de l'affrontement avec l'ancien ministre de la Défense, Mikhail Fedorov. Oui, c'est bien un affrontement. Le président Zelensky a raconté qu'après le limogeage de Fedorov du ministère de la Défense, il lui avait proposé à 4 reprises différents formats de travail au sein de l'équipe, mais que celui-ci avait refusé. Citation. D'habitude, je ne rencontre pas les gens 4 fois pour leur proposer un poste, car je considère que ce n'est tout simplement pas constructif. Dans ce cas, je l'ai fait, en tenant compte de nos bonnes et longues relations. D'ailleurs, cela fait écho à ce que disait lui-même Fedorov, à savoir que la loyauté, lorsqu'il s'agit de nommer quelqu'un à un poste, compte bien plus que la compétence. Et voilà que Zelensky dit « Nous avions de bonnes et longues relations. C'est pourquoi j'ai proposé à Fedorov à 4 reprises une certaine forme de collaboration. » Voilà. Le président a assuré qu'il avait personnellement une bonne opinion de l'ex-ministre, mais il est convaincu que celui-ci a pris la mauvaise voie. Citation. Et en effet, j'avais et j'ai toujours une très bonne opinion de Mikhail. Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble,
mais je pense qu'il s'engage lui-même ou qu'on le pousse dans de mauvaises directions. Dans lesquels exactement Zelensky ne l'a pas précisé. En revanche, il a raconté comment Mikhail Fedorov aurait voulu créer un ministère de la guerre afin de s'emparer complètement du pouvoir, mais le président a immédiatement dit que cela n'arriverait pas. Zelensky a expliqué que le ministère de la Défense est responsable de l'approvisionnement, tandis que la gestion de l'armée doit rester une fonction distincte, définie par la législation. Selon lui, après la première conversation, Fedorov a répondu qu'il avait entendu le président, mais plus tard, il a essayé d'atteindre le même objectif de manière détournée. Voici ensuite une citation de Zelensky. Je l'ai appelé dès le début et je lui ai dit ministère de la guerre, quand il n'y a pas de commandant en chef et que le chef d'état-major est en fait sous tes ordres, oublie cette présentation. Il y avait une telle présentation concernant le ministère de la guerre. Il a répondu je vous ai entendu. Cependant, plus tard, Fyodorov a commencé à chercher d'autres moyens pour atteindre le même objectif. Donc Zelensky affirme que, soi-disant, Mikhail Fyodorov, à un certain moment, a décidé de prendre complètement le contrôle de tout le commandement de l'armée, d'éliminer en fait le poste de commandant en chef et de suivre l'exemple du Pentagone aux États-Unis. Créer un ministère de la guerre où il y a un ministre de la guerre et sous lui tout le commandement de l'armée. Et il n'y a pas de commandant en chef, il y a un chef d'état-major et rien de plus. C'est donc une structure complètement différente. Et selon les propos de Zelensky, Fyodorov a essayé de construire une telle structure pour lui-même. Le président a séparément évalué de manière critique les actions du commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Alexandre Syrsky. Selon Zelensky, Syrsky répondait aux initiatives du ministère de la Défense, à sa propre bureaucratie, et le président a qualifié cette réaction d'incorrecte. Dans une autre conversation, Fedorov, selon Zelensky, a proposé de licencier honnêtement 2 personnes. Il a dit « D'accord, si vous pensez que nous ne pouvons pas nous entendre, alors licenciez-nous tous les deux, lui et moi. » Le président a répondu que les décisions concernant le personnel seraient prises de manière cohérente. En temps de guerre, il ne limogera pas le ministre de la Défense et le commandant en chef des forces armées ukrainiennes le même jour. De plus, Zelensky a raconté que Fedorov lui aurait assuré qu'Elon Musk avait déjà accepté d'autoriser l'Ukraine à utiliser les systèmes Starlink au-dessus de la Russie et qu'il ne restait plus qu'à obtenir l'autorisation de Donald Trump. Mais selon Zelensky, lorsqu'il a posé la même question à Donald Trump, selon lui, il s'est avéré qu'Elon Musk n'avait pas donné une telle autorisation et que, soi-disant, Fedorov l'avait trompé, ce qui l'a donc humilié devant le président américain. Vous savez, personnellement, cela m'a rappelé une autre conférence de presse au format off the record en novembre 2023. C'était avant ma décision, quand j'étais encore à Kiev et que j'assistais à de tels événements. Eh bien, à ce moment-là, Zelensky a déclaré aux journalistes, encore une fois dans le même format que la conférence de presse actuelle, c'est-à-dire un format fermé, que l'échec de la contre-offensive de 2023 était la faute personnelle de Valéry Zaloujny. Parce que, selon lui, il avait mal calculé le nombre de véhicules blindés nécessaires pour l'offensive. Apparemment, Zelensky et l'équipe du bureau du président avaient une vision sur la quantité de matériel nécessaire et où l'envoyer, tandis que Zaloujny en avait une autre, et c'est Zaloujny qui s'est trompé, donc il est responsable. Cela semblait étrange, mais déjà presque 3 mois plus tard, comme vous vous en souvenez, Zelensky a démis Zaloujny de ses fonctions et l'a envoyé comme ambassadeur au Royaume-Uni. Et enfin, le dernier point, Zelensky a déclaré qu'à la fin de 2026, l'Ukraine espère atteindre la parité en ce qui concerne la superficie des territoires occupés par la Russie depuis le début de l'année et la superficie des territoires libérés par les forces de défense ukrainiennes. Selon le président, depuis le début de 2026, les troupes russes ont occupé le Dnipro, soit 990 km² du territoire ukrainien. Dans le même temps, les forces de défense ont repris le contrôle de 820 km². Cependant, il n'est pas encore clair si cela poussera la Russie à entamer des négociations. Et enfin, selon Zelensky, la Russie n'est pas prête à mettre fin à la guerre sans exiger le retrait de l'Ukraine du Donbass. Selon le président, ni les États-Unis ni l'Europe ne peuvent pour l'instant garantir que la Russie n'ira pas plus loin après cela. C'est l'une des options de négociation. Le cessez-le-feu, qui est discuté avec les États-Unis et l'Europe, consiste en un retrait mutuel des parties et la création d'une zone tampon, une zone économique libre, sous la gestion d'une tierce partie. Et à la fin, selon moi, la thèse la plus dangereuse a été exprimée. Vladimir Zelensky estime que la fenêtre la plus réaliste pour une résolution diplomatique de la guerre se situe de la fin de 2026 à la fin de l'été 2027.
Je rappelle simplement que de telles fenêtres apparaissent tous les 6 mois et qu'à chaque fois, elles sont repoussées de 6 mois supplémentaires. Pendant toute la guerre à grande échelle, on entend d'abord à la fin de cette année. Puis non. Essayons d'ici le milieu de l'été ou la fin de l'été. Puis cela est reporté à l'année suivante. Et je considère que c'est une stratégie très dangereuse, une stratégie très décourageante. Pourquoi? Parce que cela pousse les gens à croire à une fin relativement proche de la guerre pour ensuite être cruellement déçus. Regardez ce qui se passe. Et cela se produit tous les 6 mois. C'est-à-dire que Zelensky dit que la prochaine fenêtre d'opportunité pour mettre fin à la guerre sera de la fin de 2026 à la fin de l'été 2027. Et les gens commencent à organiser leur vie en attendant que ces prévisions se réalisent. Ils commencent à adapter leur vie en pensant que, d'ici la fin de l'été 2027, tout sera sûrement terminé. Mais cela peut ne pas se terminer. Et alors les gens sont à nouveau déçus, tombent dans ce piège, et cela se répète sans cesse. Rappelez-vous simplement combien de fois Volodymyr Zelensky et le chef de son bureau, Kirilo Boudanov, ont dit que la guerre allait bientôt se terminer, qu'une fenêtre diplomatique s'ouvrait, que les négociations allaient commencer. C'est vraiment très dangereux. Les gens ne peuvent tout simplement pas vivre dans cette illusion permanente. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cet épisode. Les amis, si vous souhaitez soutenir le travail d'une chaîne YouTube indépendante, je vous serai reconnaissant pour tout soutien sous forme de dons ou via le parrainage sur YouTube. Tous les liens et informations pour savoir comment faire se trouvent dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.